sur la transition juste, la vision de l'Afrique en termes de climat, d'énergie et la vision à venir. C'est en rapport avec plusieurs intervenants au cours de cette réunion. Dans cette réunion, ce webinaire de lancement du rapport, pour voir la participation que l'Afrique peut faire envers le monde, pour voir quel type d'énergie il faut adopter en rapport avec les crises que nous voyons aujourd'hui. Vu les réalités qui sont passées, je serai la modératrice. Je suis de CARE International et je serai donc la facilitatrice de cette réunion. Nous avons donc le slide qui est visible. On va parler sur le slide, vous pouvez voir les différents participants de cette réunion. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais donc directement passer la parole au prochain présentateur. Je profite de l'occasion encore pour vous souhaiter une cordiale bienvenue. Yuba Sokonan est le vice-président du GIEC. Il est co-auteur également. Bienvenue à vous. Présentez-nous le contexte. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement au Canada. Merci de répondre positivement à notre invitation. Je suis heureux de vous avoir beaucoup parlé. Comme vous l'avez remarqué, en lisant dans les détails le contenu de ce rapport, c'est un effort dans lequel beaucoup de personnes se sont impliquées. Cela a pris des années. Ce sont des discussions intenses qui nous ont amenés à adopter les perspectives qui sont ici. Mais c'est très important. Cela implique également différentes formes d'élaboration d'idées. Et de voir que la réalité que vivent les pays en voie de développement est vraiment cruciale. C'est principalement pour voir comment différents documents rédigés peuvent être utilisés pour faire face aux réalités que vive l'Afrique aujourd'hui. C'est très réjouissant de travailler ensemble pour voir comment on peut travailler ensemble en rapport avec les réalités au jour. L'Afrique aujourd'hui continue à faire face à plusieurs défis en rapport avec l'accès à l'énergie aujourd'hui. L'agenda
2060 de l'Union africaine aujourd'hui présente clairement les réalités énergétiques auxquelles l'Afrique doit faire face. On remarque également que l'Afrique est purement dépendante des énergies fossiles, de la biomasse, avec l'utilisation du charbon. On voit également les enfants et les femmes qui vivent cette réalité. Le continent a été également victime de différentes sortes de formes d'énergie qui l'ont plombé, avec des résultats dramatiques. C'est très important d'avoir cette initiative pour voir comment on peut éviter ce cauchemar au continent africain. On peut voir la réalité, la triste réalité partout sur le continent africain. Donc, ces initiatives ne sont pas considérées comme les causes fondamentales en termes d'énergie pour l'Afrique. Et donc, le discours principal est déconnecté de la réalité. Donc, nous sommes en train de lancer un rapport aujourd'hui qui présente un cadre alternatif qui est différent des processus ordinaires. C'est de pouvoir faire face de façon radicale à ce que vivent les Africains. Nous sommes en train de voir d'où nous venons. Lorsque nous savons d'où nous venons, nous pouvons savoir clairement comment nous sommes arrivés ici. C'est très important pour de savoir là où nous sommes aujourd'hui et d'où nous venons. Et le rapport également nous montrera vers où allons-nous. Qu'est-ce que les populations attendent? Quelles sont leurs aspirations? Donc, on peut élaborer les plans pour atteindre cet objectif-là. Donc, il y aura une conversation avec les panélistes. On aura des conversations avec les personnes qui participeront à ce lancement de rapport. Merci beaucoup à Yuba Sokona d'avoir présenté le contexte et de voir comment on peut mieux cerner déjà la question de la transition juste et en quoi consiste le rapport qui sera présenté aujourd'hui. Je vais vous présenter les deux prochains présentateurs. Ils vont donc passer pour présenter, pour aller un peu plus en profondeur de ce rapport-là qui sera présenté. Donc, j'ai le privilège de présenter Fadel Kaboub. Il est professeur à agrégé en économie. Il sera suivi par Jacob Mologueta, qui est un professeur en énergie et développement à l'Université Collège de Londres. Bienvenue à vous. On est impatient de vous écouter. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, d'être ici. Un privilège également de travailler avec ce groupe impressionnant au cours des 12 derniers mois. Je vais donc passer au slide prochain. Donc, nous savons tous que là où d'où nous venons est très important. Donc, on va parler du contexte de façon globale. La situation économique dans laquelle nous vivons aujourd'hui est vraiment compliquée pour l'Afrique. Nous savons que nous rencontrons différentes sortes de crises en Afrique, sur le continent africain. Les crises structurelles de l'Afrique sont enracinées dans son histoire. C'est pour savoir d'où nous sommes venus et comment on est arrivé ici. Comme nous savons tous, l'Afrique n'était pas colonisée bien avant. Elle a été colonisée parce qu'elle est extrêmement riche. Et donc, il est important également
de voir les potentialités dont dispose l'Afrique. Nous voulons passer de la période post-coloniale à la période coloniale et non, le système économique de l'Afrique a été changé après. Donc, nous comprenons par ici qu'il est très important de voir comment la, la structure, comment le système économique africain a été restructuré. Et il y a eu plusieurs réalités face auxquelles l'Afrique demande. Ceci montre un peu, par exemple, le manque de nourriture. L'Afrique, par exemple, importe de la nourriture. L'Afrique importe de la machinerie, des véhicules et tout cela. Et il y a par exemple l'absence de la souveraineté alimentaire en Afrique, l'absence de souveraineté énergétique et aussi la faible valeur ajoutée des exportations par rapport aux importations. Le Nigeria, par exemple, est un exemple palpable de cela. On note une sérieuse déficience en termes des ressources disponibles dans nos différents pays. Nous avons noté que, de façon générale, il y a ces déficiences qui contribuent à leur tour aux déficits commerciaux structurels, à l'affaiblissement des monnaies africaines et à la pression exercée sur l'émission de dettes libellées en devises étrangères. Cela se traduit par un endettement accru. Nous importons beaucoup de choses, la technologie, des composantes intermédiaires, parfois même pour pouvoir pour monter les machines ici, on doit tout importer de l'extérieur. Confrontés à la dépréciation de leur monnaie et à l'augmentation des prix à l'importation, les gouvernements africains ont généralement recours à des subventions pour les produits de première nécessité et au maintien artificiel des taux de change en accumulant davantage de dettes. Les produits qui sont importés sont énormément élevés, ce qui fait que l'Afrique dépense énormément pour pouvoir importer des produits. Donc, nous sommes en train d'essayer de voir comment on peut stabiliser, corriger ce déséquilibre et pour voir que tout le continent africain ne soit pas vraiment impacté par ce système économique qui existe. Nous avons noté et que en termes de ressources pour l'Afrique, le continent est sérieusement dépendant. Donc, nous devons adopter de nouvelles formes d'agriculture qui vont nous permettre de pouvoir faire face aux déséquilibres qui existent sur le continent aujourd'hui. Toutes ces réalités font en sorte que l'Afrique vit une situation économique cruciale, ce qui casse complètement l'économie et aussi met en difficulté le système bancaire. Aujourd'hui encore, l'Afrique doit utiliser les fertilisants, les engrais pour pouvoir produire. Et tout cela peut aussi occasionner des sérieux problèmes sur la forme d'agriculture que nous adoptons aujourd'hui. Plusieurs personnes, par exemple, doivent quitter les villages, les milieux ruraux pour venir en ville, ce qui augmente la population en ville et met un impact sérieux sur le système économique dans les milieux urbains. Et donc, les réponses traditionnelles en matière de politique économique favorisent les pièges qui aggravent et la dépendance de l'Afrique. Donc, il s'agit ici des pièges de développement qu'il faudra éviter. Le tourisme, par exemple, restant un importateur net
de ressources de base, les investissements directs étrangers et la croissance tirée par les exportations tout en restant au bas de la chaîne de valeur. Tout à l'heure, nous parlons du tourisme. Normalement, ce tourisme doit rapporter de l'argent pour l'Afrique. Le problème, c'est que si nous n'avons pas atteint nous ne pouvons pas avoir la liberté d'importer assez de nourriture pour les pays, pour les populations. Cela mettra un impact sérieux sur le système économique et tout ce qui est relié à cela. En plus de cela, nous savons que nous avons de très jolis continents ici. Donc, le continent essaye de faire de son mieux pour pouvoir atteindre son autosuffisance alimentaire, d'atteindre sa capacité de fournir de l'énergie conséquemment aux populations. Mais il y a des réalités qui empêchent le continent africain d'atteindre ces objectifs-là. Nous avons par exemple les IDE et la croissance qui est tirée par les exportations tout en restant au bas de la chaîne de valeur. Les envois de fonds, par exemple, sur le continent africain, sont aussi une réalité et cela produit une fuite des cerveaux vers d'autres pays, ce qui fait que notre continent, l'Afrique, est dépourvu de ces intelligents qui peuvent aider à pouvoir corriger des réalités auxquelles l'Afrique fait face sur notre continent. Et ces fuites de cerveau s'obtiennent par les pays étrangers à des prix extrêmement bas. On ne va pas expliquer les envois de fonds beaucoup plus encore que ça. Quand on voit le type de main-d'œuvre que fournit l'Afrique au continent extérieur, cela fait en sorte que le continent africain est dépourvu de ces hommes, de ces femmes qui peuvent contribuer au développement du continent africain. La plupart du temps, on convainc les investisseurs à mettre de l'argent pour que d'autres des Africains et continents plus riches et cela fait en sorte que la capacité pour l'Afrique de pouvoir se développer accuse un grand retard. En termes de libération financière, il y a des flambées spéculatives que cela encourage. Alors, il est important de pouvoir revoir cet élément également. Et finalement, il y a la privatisation des entreprises publiques. Le fait de privilégier les liquidités à court terme et à la valeur à long terme aussi constitue une sérieuse réalité sur le continent africain. Et tout cela crée une course vers le bas qui intensifie l'endettement du continent africain. La capacité pour l'Afrique de pouvoir se développer ralentit considérablement parce qu'il y a tellement de réalités que vive le continent africain qui font que son décollage devient complètement difficile. On va donc aller plus au fond lors de la prochaine présentation. Donc, si nous divisons le sud du nord, on va remarquer qu'il en résulte une extraction nette de richesses néocoloniales de plus de 2000 milliards de dollars du sud vers le nord chaque année. Donc, par exemple, ça c'est ce qui vient, ce qui est la réalité. Et ça, c'est un commerce international qui se passe chaque fois. Et c'est pour dire que
Par exemple, pour le Fonds vert pour le climat, c'est environ 10,7 milliards de dollars américains. Et quand on parle, par exemple, de fonds annuels pour le climat, l'engagement que les pays ont pris depuis 2015 au cours de l'accord de Paris, c'est au moins 100 millions de dollars US. C'est un fonds qui a été créé en rapport avec les pertes et préjudices et tous ces fonds devaient être normalement versés au continent africain. On doit faire quelque chose pour cela sur le continent africain. Donc, on doit essayer de placer l'Afrique sur une voie où elle dispose d'une vision pour l'avenir. On doit aller à la source du problème. On doit identifier les trois points essentiels qui constituent le problème pour le continent africain. Lorsque nous n'allons pas à la source du problème, la résolution du problème sera vraiment superficielle. Je me rappelle de ce que dit Martin Luther King dit dans ce contexte, il dit je ne peux pas supporter cette drogue qui m'est imposée. Donc, nous devons être vraiment sérieux par rapport au processus que nous voulons adopter pour trouver des solutions durables et immédiates pour le continent africain. Sans donc, on ne peut pas avoir un système économique qui fonctionne sans avoir accès à la santé, sans avoir accès à l'énergie durable. Mon collègue va vous présenter un tout petit peu ces réalités-là. Les choses importantes sur lesquelles on doit poser nos regards, c'est de voir le système industriel et de fabrication de l'Afrique. On doit vraiment voir comment est-ce qu'on peut valoriser la capacité de l'Afrique à pouvoir se prendre en charge. Nous devons avoir une vision panafricaine. On ne va pas avoir l'industrialisation à une échelle basse. On doit être en mesure de pouvoir rentrer dans une démarche de compétitivité, ce qui permettra à l'Afrique de renforcer sa capacité également à pouvoir se soutenir, à pouvoir être indépendante. Je vais vous donner un exemple d'une potentialité de l'Afrique en termes de panafricanisme qui est lié à l'énergie et à la nourriture. Nous avons assez de capacités humaines, nous avons assez de ressources naturelles. Nous pouvons mettre en partenariat avec les pays qui ont la technologie et tout ça sont des potentiels dont dispose l'Afrique pour pouvoir être plus fort. Donc, nous pouvons décider de ce que nous voulons faire de notre commerce. Nous avons une forte qui pourra décider ce que elle veut faire de son économie, de ses ressources, ceci en partenariat avec des pays étrangers. Nous savons tous que la capacité pour l'Afrique d'être plus forte vient d'une industrialisation forte et on doit se focaliser sur la potentialité de l'Afrique à produire assez de nourriture, à avoir une agriculture durable. Voilà donc quelques idées que nous voulons avancer. Nous allons venir beaucoup plus en détail en rapport avec comment on doit faire face à la réalité et pouvoir arrêter l'hémorragie.
On va aller beaucoup plus maintenant sur le secteur de l'énergie. Merci beaucoup. Belle présentation. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci à toutes et à tous d'être des nôtres. Nous allons parler de la partie énergie du rapport et nous sommes tous encouragés à lire le rapport et à pouvoir savoir de quoi il est question dans ce rapport. La raison de parler de l'énergie, parce que c'est un élément clé dans le développement, en rapport également avec les crises climatiques que nous vivons aujourd'hui, parce que l'énergie est au carrefour de tous les autres secteurs et on ne peut pas se passer de l'énergie. Donc, il est important de voir par rapport aux présentations précédentes différentes approches que nous devons adopter pour savoir qu'est-ce que nous faisons, d'où nous venons, pour illustrer ce dont nous parlons. On peut voir d'un côté les pays qui sont en haut à droite. On peut voir les pays qui sont riches, qui consomment assez de ressources, qui produisent beaucoup de nourriture en termes de développement. Ceci n'est pas durable, mais on peut voir que c'est comme cela qu'on définit aujourd'hui le développement. Et ces pays veulent passer au mode durable et la condition sine qua non, c'est de pouvoir utiliser des énergies renouvelables. Donc, en fait, il n'y a pas de pays véritablement développé. Tous doivent changer pour parvenir à une prospérité durable. De l'autre côté, nous avons des pays en voie de développement. Ce sont des pays qui sont caractérisés par la pauvreté. Donc, on peut essayer d'identifier un peu la réalité dans ces pays-là. Par exemple, ce que mon collègue précédent a dit tout à l'heure, on voit que des millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, par exemple. Donc, c'est vrai, le point, c'est que il y a une injustice qui se fait voir quand on compare ce que vivent les pays africains et ce que vivent les pays qui se disent développés. Donc, il est important de passer à une transition juste et penser au bien-être des populations. Nous savons tous que l'Afrique veut voir des transformations significatives dans sa façon d'avancer et dans sa vision pour un développement durable. Quand nous voyons les pays du Nord, elles doivent revoir leur mode de consommation et de production si on veut vraiment respecter le bien-être des populations. Nous avons besoin d'une transition. Pour être franc, nous devons faire évoluer nos sources d'énergie, des énergies polluantes aux énergies propres. Et nos systèmes énergétiques et de systèmes centralisés à systèmes distribués. Donc, on voit un peu comment est-ce que l'énergie est produite aujourd'hui et transportée sur des kilomètres pour que cette énergie soit utilisée. Qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui? Nous voulons aujourd'hui que utilisée sur place. Par exemple, l'ère de l'énergie renouvelable que nous visons, nous voyons que nous voulons que l'énergie soit à un prix abordable pour toutes les communautés. Ici, nous parlons de la capacité pour ces communautés à avoir accès à de l'énergie propre
à l'énergie renouvelable. Donc, nous devons intégrer les solutions énergétiques à nos systèmes de développement, ce qui sera très avantageux pour la population. Donc, à travers le continent africain, nous demandons ceci, qu'il est important que des institutions nous assistent à pouvoir faciliter l'accès à l'énergie pour les populations, ce qui sera avantageux pour elles. Notre rapport met en évidence plusieurs principes clés pour les systèmes énergétiques que nous voulons. Nous vous encourageons à lire le rapport, s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais la première chose, c'est que nous devons garantir l'appropriation et la participation de l'Afrique aux initiatives et aux plans en matière d'énergie. Aujourd'hui, on doit être en mesure également d'intégrer la conception des systèmes énergétiques dans les objectifs et la planification du développement au sens large. Donc, on est dans l'obligation d'avancer. L'Afrique doit trouver sa propre voie pour nous assurer à ce que les défis énergétiques soient vaincus et qu'on puisse trouver la voie durable pour mener, bien atteindre cette transition juste. Un élément clé ici est que pour plusieurs pays africains, les questions d'infrastructure doivent être revues et on doit penser aux opportunités qu'on a. Comment est-ce que nous pouvons restructurer le système énergétique dont nous disposons aujourd'hui en Afrique? Et il est important d'établir des priorités politiques de soutien, par exemple, à la cuisson propre, la diversification de la production, de la propriété de l'énergie. On peut également offrir la possibilité de faire de l'énergie un bien commun et de favoriser véritablement la démocratisation de l'énergie. Des parties prenantes, l'équité et la suffisance en termes d'utilisation de l'énergie. Donc, également permettre de faire des bons choix en matière d'énergie renouvelable. La transition vers un nouveau modèle de fourniture d'énergie doit également surmonter de nombreux écueils. L'exploitation des ressources minérales et des nouvelles infrastructures énergétiques doivent respecter les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales. C'est important également de voir comment les ressources matérielles rares soient gérées pour générer une prospérité à long terme pour les communautés. Nous notons aujourd'hui des risques auxquels font face nos communautés. Il est important également de revoir les nouvelles technologies qui sont proposées, qui doivent être évaluées avec soin. Et les Africains doivent être proactifs pour s'assurer que les pollueurs ne s'approprient pas le concept de transition juste et que les initiatives africaines ne sont pas détournées pour satisfaire les intérêts des pays donateurs, des entreprises transnationales et d'autres intérêts. Il est important qu'il y ait une véritable transition énergétique et ça doit s'affranchir rapidement de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Donc, alors qu'un nouveau modèle de fourniture d'énergie se dessine, d'anciens intérêts s'affirment à niveau et il faut voir la vision des pays qui se projettent déjà dans l'avenir pour pouvoir s'approprier les ressources énergétiques disponibles sur le continent africain. On ne doit pas perdre de vue du tout ces mouvements géopolitiques qui se mettent en place.
les, les énergies fossiles à travers le continent africain qui sont exportées vers ces pays doivent constituer pour nous des alertes pour savoir pourquoi est-ce que cela se passe. Et si nous ne faisons rien, nous serons donc victimes de cela. Donc, l'invasion russe de l'Ukraine a intensifié la ruée vers le gaz et le gouvernement et l'industrie européenne redoublent d'efforts pour extraire et exporter les combustibles fossiles d'Afrique. Ces projets comportent de nombreux dangers pour le continent africain. Et il y a des risques et incertitudes, notamment la possibilité de voir apparaître d'importants actifs échoués, d'autant plus que le processus de décarbonisation. Et donc, on voit qu'il est important de pouvoir passer vers une forme de développement qui fera en sorte que notre développement soit durable. Merci à toutes et à tous. La question qu'on a dans notre esprit, c'est de voir, nous avons ces potentialités, comment est-ce que nous pouvons réfléchir sur la transition énergétique en Afrique. Généralement, l'Afrique peut donner un coup de fouet à sa propre transition et à son propre développement grâce à des dépenses nationales stratégiquement ciblées. Le discours dominant est que l'Afrique manque de ressources et qu'elle devra donc emprunter davantage pour financer la transition. En réalité, les gouvernements africains disposent d'une série d'outils pour améliorer la génération de ressources nationales tout en s'attaquant aux pièges structurels mis en évidence. Les compétences dont dispose l'Afrique sont énormes. On doit être en mesure de pouvoir exporter sur la base des devises nationales et non sur les devises internationales. C'est seulement cela qui nous permettra à ce qu'on puisse renforcer notre économie. Oui, il y a une limite pour cela. C'est vrai, il y a une réalité par rapport à cela, mais il va falloir qu'on essaie de pouvoir surmonter ces réalités-là. L'un d'eux consiste à remédier la main-d'œuvre qualifiée, par exemple, le savoir-faire technique, des biens d'équipement, et pour commencer à développer la production nationale sans accroître le besoin d'apports extérieurs et d'endettement. Cela nous évitera parfois le système économique peut constituer un frein pour le développement de l'Afrique, mais si on s'y prend bien, cela permettra de pouvoir renforcer la capacité productive de l'Afrique et de pouvoir contourner l'inflation. Il y a également une capacité dont dispose l'Afrique aujourd'hui. Les pays étrangers ont de l'avance sur nous, ce qui fait qu'ils peuvent facilement définir et l'Afrique est généralement victime. Mais à partir du moment où on pourra définir les propres prix au niveau de l'Afrique, la capacité économique de l'Afrique sera beaucoup plus forte et plus puissante. Et si on mobilise assez de capacité au niveau de l'Afrique, on peut vraiment atteindre cet objectif à contourner ces inflexions. Et cela permettra de pouvoir investir encore beaucoup plus en Afrique. Et avec le temps, ça va donc renforcer les moyens financiers de l'Afrique et de pouvoir permettre de parvenir à une
souveraineté alimentaire et de pouvoir renforcer l'industrie en Afrique. Et donc, ces 2000 milliards dont on parlait tout à l'heure, nous voulons donner juste un petit exemple par rapport à mon pays, en Tunisie, par exemple. La Tunisie dépense au moins 2 milliards de dinars en santé, en éducation et l'approche générale. Si la Tunisie dépense 2 milliards de dinars pour santé et éducation, il y a plus d'importations de nourriture, il y a de l'énergie, équipement médical, il y a un déficit commercial plus important, il y a le taux de change qui est plus faible, il y a l'effet de répercussion de l'inflation, voire de l'hyperinflation. Il y a l'augmentation de la dette extérieure, il y a le FMI, les prêteurs étrangers qui imposent des réductions de défense, il y a l'austérité, il y a moins d'investissement dans la santé et l'éducation, davantage de chômage, de fuite des cerveaux, de tensions sociales, économiques et politiques. Donc, voilà la réalité. Lorsque, par exemple, la Tunisie dépense au moins 2 milliards de dinars et, en éducation. Et non, l'approche des, l'approche de la théorie monétaire moderne est telle que si la Tunisie dépense l'éducation et 1 milliard de dinars pour augmenter la capacité de production nationale de nourriture, d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et pour réprimer la corruption, les fixateurs de prix abusifs, les importateurs de produits de luxe par le biais de la fiscalité, la réglementation. Il y aura moins d'importations de denrées alimentaires et d'énergie. Il y a la diminution du déficit commercial. Le taux de change sera plus stable ou plus fort. Il n'y aura pas d'effet de répercussion, de l'inflation, de diminution de la dette extérieure et l'amélioration de la cote de crédit et augmentation des réserves de devises étrangères. Il y aura une meilleure résistance aux chocs extérieurs. Il y aura la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique. Il y a l'empreinte carbone qui sera plus faible. Il y aura plus d'emplois. Il y aura moins de fuites de cerveau. Il y aura une meilleure quantité de vie. Il suffira tout simplement ici de ne pas dépenser 2 milliards de dinars pour la santé et l'éducation, mais de pouvoir diviser ce montant. Ce qui permettra à ce que la Tunisie, par exemple, ait une capacité économique plus forte pour pouvoir faire face au déficit qu'elle vit. Donc, il y a des opportunités. Il faut juste essayer d'adopter une approche qui marche. Donc, si on peut peut-être dépenser ou bien avoir plus de moyens en Tunisie et pour pouvoir faire face à cette réalité. Donc, la capacité pour le gouvernement de lutter contre la corruption, de mobiliser la production physique ou bien renforcer la main-d'œuvre dans le pays, cela sera vraiment un grand atout pour le pays. Donc, l'idée ici, c'est que la solution est entre nos mains. À l'échelle nationale, on peut juste essayer de stabiliser les choses et d'éviter le déséquilibre qui existe aujourd'hui. Donc, sur le plan externe et extérieur, donc, on va donc essayer de, de changer la stratégie avec laquelle les gouvernements opèrent aujourd'hui. On va créer de l'espace aux communautés et renforcer leurs capacités. Cela permettra de pouvoir éviter beaucoup de, de problèmes. On doit être en mesure d'augmenter les mécanismes dont dispose nos pays aujourd'hui. On doit être en mesure de pouvoir utiliser des finances qui existent de façon raisonnable, de façon réfléchie. Cela permettra de pouvoir éviter les déficits qu'on voit aujourd'hui dans nos différents pays. Donc, les dépenses
intérieures ne suffiront pas à elles seules à provoquer un changement radical. L'Afrique doit également s'attaquer à une série de facteurs de financement externes. Par exemple, l'augmentation des financements par le biais des mécanismes existants, tels que les fonds multilatéraux pour le climat. On peut lancer de nouvelles mesures telles que les programmes mondiaux pour soutenir le déploiement des énergies renouvelables. On peut aussi euh, disposer du déploiement de ressources de financement innovantes telles que les taxes sur les transactions financières, la réorientation des subventions et les droits de tirage spéciaux, par exemple les DTS. Et il y a également l'annulation systématique des dettes injustes et odieuses. Il y a une meilleure réglementation des sociétés transnationales et de l'invasion fiscale. Il y a la réforme des règles internationales inéquitables et injustes en matière de commerce, d'investissement et de technologie. Il y a la réforme de l'architecture financière internationale et en s'appuyant sur les processus historiques tels que le nouvel ordre économique international et sur de nouveaux processus tels que l'initiative de Brighton, par exemple, la répartition pour les atrocités coloniales, la biopiraterie et l'appropriation du patrimoine culturel. Donc, nous voulons comprendre qu'il est important, il est possible de reconstruire ce qui a été abîmé. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'atrocités économiques par le passé qui ont causé des maux au continent africain, mais il est possible de pouvoir changer. Donc, dans l'ensemble, on doit essayer de reformer le système pour que les ressources financières dont on a besoin soient remises sur place afin qu'on puisse reconstruire une architecture économique plus solide et venir à atteindre un système mondial et économique beaucoup plus stable. Donc voilà donc en résumé des messages clés à travers ce rapport. C'est vrai, on doit avoir une vision. C'est très important pour savoir les détails et à savoir d'où nous venons, par exemple. Il ne suffit pas de dire que nous avons des problèmes. Il faut que nous avancions et, et que nous bougeons pour avoir des objectifs surtout à atteindre. Nous devons avoir à l'esprit ce à quoi nous voulons que le continent ressemble dans les années à venir. Dans ce rapport, nous devons savoir également que la, la voie pour atteindre cet objectif, c'est de toucher le secteur industriel du continent africain. Il va falloir que nous ayons une vision panafricaniste qui permet à ce que nous puissions essayer de voir comment renforcer les ressources ou bien les moyens dont dispose l'Afrique pour qu'elle soit aussi solide et de voir comment on utilise les finances à l'échelle nationale. Il faut que les ressources nationales dont nous disposons soient utilisées de façon conséquente et d'éviter, par exemple, la corruption et tout cela constitue des stratégies à adopter pour que le continent africain puisse atteindre son objectif. Le rapport nous invite toutes et à tous et de pouvoir reconsidérer comment pouvons, nous pouvons tous atteindre le développement au niveau de l'Afrique. C'est de voir également les réalités africaines, de penser à cela à l'échelle nationale parce que lorsque nous pensons cela trop grand, ça ne sera pas possible. Il faut être national à l'échelle régionale et à l'échelle panafricaine. Et enfin, nous sommes vraiment enthousiastes d'avoir euh, un dialogue africain parce que nous pouvons voir que euh, la question concerne d'autres continents également en Afrique, en Amérique latine par exemple. Donc la question concerne tous, c'est de voir comment on peut réfléchir sur les questions de développement, les questions d'énergie, les questions de l'agriculture et d'accès à la nourriture. Donc, voilà, il y a aussi un élément important que je veux faire ressortir, c'est d'élaborer une cartographie euh, qui nous permettra
de voir à quoi ressemble le continent aujourd'hui et voir cette cartographie. On peut donc essayer de voir sur cette cartographie les superpuissances aujourd'hui. Donc, si l'Afrique ne fait pas de son mieux pour pouvoir atteindre un certain niveau, nous risquons d'accuser un très grand retard. Les États-Unis, la Chine et l'Europe de l'Est aujourd'hui ont atteint un certain niveau. Et quand on regarde un peu sur cette cartographie, on voit un peu la place qu'occupe le continent africain. Donc, c'est important que nous puissions essayer de revoir notre position et de voir le travail qui nous reste à faire pour pouvoir un niveau remarquable dans les années, dans les décennies à venir. Donc, aujourd'hui, nous réfléchissons très bien. L'Afrique sera un continent extraordinaire qui va attirer des touristes. Par exemple, l'Afrique sera un continent où les ressources naturelles seront vraiment prisées et utilisées à bon escient. Et ces choses sont des réalités que nous pouvons, sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui. Le point, c'est de continuer à faire ce que vous faites, de ne pas baisser les bras. Mais aussi, le plus important, nous avons besoin de créer l'espace, de disposer d'un cadre de dialogue et de faire ressortir les potentiels dont dispose le continent africain, parce que nous avons vraiment tous le devoir de répondre à cette invitation et de faire notre devoir. Où voulons-nous être dans les années à venir, dans les décennies à venir? Quelle est notre vision dans cette cartographie globale, mondiale? Et lorsque nous réfléchissons dans cette de pouvoir cartographier de route objectif. Merci beaucoup. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que la vision élaborée ici dans ce rapport doit être contextualisée pour donc il y a une réalité dans ce pays. Donc il est important également que nous avons à mettre ensemble le besoin des populations dans nos différents pays et nous pouvons parler et partager leur expérience. Merci beaucoup à tous les présentateurs pour cette présentation de rapport qui nous a vraiment émerveillés. Donc, si et cela nous met tous en défi, radical transformation, both in terms of going back and addressing the root causes, but also radical in its nature, because you really going to have to radically transform many of the systems that within current the models and the paradigms of development. So certainly very, very challenging, and we will be having an engagement. I want to remind participants that we will not be taking hands, but please put your questions into the Q&A tab, and we'll
et atteindre cet objectif, on doit le prendre très au sérieux. On doit trouver dans nos différentes visions et objectifs. Et merci beaucoup aux différents présentateurs. Je vais donc passer aux réactions en rapport avec les présentations. On a raté 2 présentations. Envoy for the Republic of Monsieur Kenya. Ali Mohamed, He has an urgent matter that he had to take care of, and Suad Aiden Osman, who's the executive director of the Coalition of Africa. Unfortunately, we do not have those panelists with us, but we have Mohamed Ado, who is the executive director of PowerShift of Africa, and of course the key initiator and convener of this report, and we have Rabia Feruki, who's the director of Knowledge Management Policy and Finance Center of IRENA, the International Renewable Energy Agency. And we have everybody else, of course, that will continue to contribute. So let me start off with you, Rabia, if you don't mind. We know that this report has certainly forefronted energy system transformation. IRENA, of course, has been in the forefront of advancing the renewable energy agenda globally. Et passer à une énergie I'd like you to do 2 things. First, if you have any general reflections that you'd like to make in terms of the full report and what you've heard today, but then specifically, maybe talk about what you think is needed now that we're not only addressing the issue of energy sources, but transformation of energy systems, and what do you think is needed in Africa, on the continent? What can countries do towards shifting towards just energy systems and not just addressing the Qu'est-ce que notre pays fait? Thank you so much, Tasneem, and thank you very much for inviting me to present some of our perspectives on the issue. First of all, congratulations for an outstanding report. I have to say that it's been years since I read work that resonates with me to this extent. So thank you very much, and thank you for your passion for our continent. Now, with great humility, the vision that you set forth in the report echoes some of IRENA's key messages regarding obviously the energy transition, especially in our work on Africa. In the sense that as a starting point of our energy transition analysis, we posit that the energy transition to be just and inclusive, we need to link it with the wider structural issues, and those need to be really well understood and tackled, in particular, as you say, because of historically rooted dependencies, which continue to hold back development. So what we have done for the past 8-9 years is develop an econometric model that links the energy system to socioeconomic variables. So basically, we take the technology pathways, what would be a business as usual, what would be an ambitious energy transition, and then we translate it into variables such as GDP, jobs, welfare. And we have an Africa market analysis that provides these values, and we try to understand the impact of those ambitious pathways, and taking into consideration the sort of the right for development of the continent. So we find obviously that going green, ambitious, and being ambitious on a renewable energy-based transition provides great, impact on GDP, on employment, on the welfare. We have a welfare index that takes into consideration economic, social, environmental, distributional, as well as access dimension, and we do see, a great improvement. But that's a positive
overall Lorsque nous picture avons that expérimenté really, dans really certains pays, masks on the a magnitude vu of these effects une réelle in terms of amélioration. the sub-regions in the continent and countries. So we have also values for selected countries. And obviously, as you all pointed out, it will depend comment cela on the peut être starting implémenté au conditions, niveau on the national, endowments, à on the l'échelle resources, on the régionale et policies introduced, and the continentale, means of implementation. Though de voir when Fadel quelles sont speaks les about réalités politiques finance, dans yeah, that's différents what it pays. is. So we focus on two main aspects in those analyses, which to ensure that there is a positive outcome from this renewable energy-based transition, and they really can form the pillars or the building block, let's say, for some kind of continental framework, such as an African Green Deal, or there should be a better word for it. Especially in light of what we've seen in terms of the European Green Deal, which is quite self-serving, etc. So 2 points. One is obviously the adoption of comprehensive policies, and by that I mean to go beyond renewable energy and energy efficiency deployment policies to include those elements that you mentioned around structural change. And let me just mention that those structural changes, the policies introduced very often don't have a price tag on it. And that's a real problem. So obviously this includes diversifying African countries' industrial capacities, developing local and regional supply chains, addressing existing commodity and trend dependencies, and pursuing education and skill building to forge the skilled force that would go into the energy transition related fields. But I think more importantly even is the fact that we've included in this exercise a climate policy basket that covers two main aspects. One that was mentioned quite a bit by Fadel in terms of fiscal policy that needs to basically build the modern renewable energy infrastructure, but also invest in that enabling framework and diversify locally and regionally, as I just mentioned. So for example, for several years, we've been looking at how to localize value chains for each renewable energy technology in terms of skills, jobs, and materials. And this is going to be increasingly important given the critical material requirement that the renewable energy industry needs, and it poses really a threat to a predatory approach in the exploitation of the continent's resources and commodities, as we've seen, and you so beautifully put it in your report, over the last centuries. And the second point is that given constrained fiscal space for most countries on the continent, this climate policy basket gives a value. It estimates the value of international financial flows that must go from the global north to the global south based on historical responsibility as far as climate change is concerned, as a starting point for reparation, and les flux financiers du nord vers le sud, qui constitue également dans certains pays un obstacle pour la forme de transformation et de transition énergétique juste que nous voulons avoir. Donc, en ce qui concerne ce qui est requis dans les différents pays en rapport avec les flux financiers du nord, and we've seen really concrete, actually, examples of hypocrisy around industrial policies and renewables that go against the very nature of the Bretton Woods dictate, but seems to be acceptable to the economically powerful. So these flows that we have estimated should be in the form of grants that go beyond sort of moral, historical responsibility, and they're not in any way, shape, or form thought as a form of charity, but a fundamental right on the part of the continent. So I'm going to stop here and let the others maybe speak a bit, and I'm happy to go into more detail for any of the elements that I provided. Thank you again. Thank you very much, Rabi, and thank you for sharing the magnificent work that you're already doing, and especially in relation to transforming energy systems and not just the focus on renewable energy as a source, but very much part of the system. Now, everybody, Mohammed, in the chat, in the question and answer session, and including me,
Alors, la question est lancée à tout le monde dans les chats. On aimerait exprimer quelque chose dans le chat box en termes d'inspiration pour voir quel est ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons clairement. Et ce que le rapport nous a montré, quelles sont nos différentes réactions, comment est-ce qu'on peut avancer sur le plan mondial, quelles initiatives dont on peut disposer pour faire avancer les choses et faire bouger un peu l'ordre économique qui existe. Il y a une série de combinaisons dont on doit tenir compte. Comment? Que pensez-vous? But our biggest challenge is, of course, landing this politically. Des choses extraordinaires, mais comment pensez-vous que nous puissions atteindre la vision de cette transition juste? Political leaders on the continent, post-colonialism and during the independence periods, and then we slip back into the kind of political leaders who are absolutely comfortable about staying within the political paradigms, si on se tourne un peu sur la période post-coloniale, la période coloniale, la période précoloniale, qu'est-ce qu'il faut faire? Que pensez-vous? Comment pensez-vous qu'on puisse fonctionner? Quelle est la meilleure stratégie à adopter afin que les populations disposent de cette capacité d'agir? Nous avons tous écouté le rapport. Comment peut-on aider les communautés à pouvoir se battre pour cette vision-là? I'm going to leave that to you, Mohamed, to help us understand. Pour que les leaders politiques ne constituent pas and then I'll come to other questions for the speakers. Thanks, Mohamed. Thanks so much, Tas, and to my fellow co-authors and our discussant. I think I'll use a boxing match analogy, if you allow me. It reaches a point in a boxing match after taking multiple deadly, sucker punches from the opponent, that your knees turn to jelly. You stare right into the eyes of imminent defeat. At this stage, you must either steady yourself quickly and block the punches or get knocked out. Then by sheer deftness, you manage to land a few well-timed blows to put your opponent on the back foot. But just for a moment, you have already tested blood and now you have a fighting chance. This is a precarious position our continent finds itself in. Whether it's climate, whether it's energy, whether it's development, whether it's finance, debt, all these things have landed, devastating blows on us, displacing our people, killing thousands, creating this indebtedness. Plusieurs réalités que vit le continent africain aujourd'hui avec les crises et les différentes situations chaotiques que vit le continent africain. Voilà la réalité qu'on vit aujourd'hui. Ce rapport qui a été présenté, de mon point de vue, c'est une réponse au continent africain. Je peux déjà commencer par booster la capacité de nos communautés. Ce rapport trace la voie pour atteindre la vision de l'Afrique pour les années à venir. Cette période de changement climatique, notre continent est à la croisée des chemins du développement, de la dépendance, des crises, mais on peut choisir une autre voie et d'avoir un développement réel et véritable. Not only can African, industrialization benefit from, the new resilient provision of clean energy, it can use renewable energy technology production as, a strategic,
early driver in on peut déjà adopter la stratégie qui consiste à faire en sorte que l'Afrique soit forte sur le plan industriel et renforcer l'économie nationale et d'exporter plus. Voilà un tout petit peu ce que je pense, puisque pour moi, ce rapport est une solution. Ça ouvre la voie, l'esprit au continent africain de vraiment construire l'Afrique que nous voulons. Si notre continent se tourne vers l'arrière et voit tout ce qui s'est passé, nous avons la responsabilité de lutter contre la pauvreté aujourd'hui, de lutter contre les guerres que l'Afrique a vécues. And narrowed the discourse to only think about mitigation, i.e. cutting emissions, effectively discounting the 600 million Africans who have no access to electricity, the 970 million Africans who continue to live without clean energy. So it wasn't a question of how pour que ces millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie puissent l'avoir et au même endroit, au même moment, protéger la population contre les crises qu'elles vivent aujourd'hui. Donc, on doit avoir une feuille de route axée sur le développement, sur les énergies renouvelables, sur la souveraineté alimentaire. C'est ce qui peut nous aider à pouvoir atteindre ces objectifs-là que définit ce rapport. Nous devons donc agir en tant qu'Africains avec notre volonté, charisme, notre on ne doit pas laisser aucune opportunité du tout. C'est plutôt de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. C'est ce qui a été présenté dans ce rapport-là. Voyons donc changement climatique, les crises, les difficultés, les crises, c'est ce à quoi nous sommes habitués. Mais on peut être en mesure de faire face à ces réalités en unifiant nos forces, en ayant une approche plus claire et bien orientée. Comment pouvons-nous faire ci ou ça avec une stratégie bien élaborée et des plans bien ficelés? Si nous pensons panafricain et que nous disons voici l'Afrique que nous voulons avoir et voici comment et quelle voie nous voulons adopter pour pouvoir y arriver, quelle stratégie mettre en place en tant qu'activiste et pensée développement quand nous partageons nos différentes visions entre nous, pays africains. C'est à cette condition que nous pouvons atteindre cette vision. Nous avons cette opportunité et saisissons-la. And start thinking about how we will actually strengthen unity, build collaborations, so that this vision for Africa pour l'heure sur le continent africain, nous devons renforcer nous-mêmes notre unité
et travailler comme un seul homme, utiliser les mêmes intentions, pouvoir faire face aux réalités. Nous devons commencer par travailler avec la société civile. Nous avons créé un espace pour travailler avec les organisations de la société civile afin de savoir ce qu'elles font à l'échelle locale et de voir comment le processus de la transition juste peut être monnayé, peut être expliqué à l'échelle communautaire et qu'elle soit comprise. Et nous devons donc essayer d'avoir des formes de production efficaces pour nos différentes communautés dans les discussions qui se font aujourd'hui. Nous devons insérer tout ce qu'il y a comme des voies et moyens pour sortir de cette réalité. Not just development, but also how Africa can feed its people, deliver in the spirit of revolution, which is so critical, build resilience that allows us to tackle the climate améliorer la situation des vis-à-vis des changements climatiques. Très important. We talk about the 100 billion as if that is the answer, and we all know. We have a huge debt burden that des questions de 100 milliards many Africans, en termes de are fonds addressing verts. the debt burden within, the challenge of actually tackling climate change. And so a Pan-African partnership that helps us to actually rethink and work together as a cohesive block of activists, civil society, government, that pulls the shared power, that is actually united and not divided, that is working closely together and working together to deliver a collective African voice, one that is going to be powerful, not just on climate or energy, but also on trade and other international negotiation, negotiating forums, so that what we deliver actually advances Africa's well-being and Africa's prosperity in the era of climate change. Afin que lorsque nous parlons devant les autres peuples, soyons écoutés and the reason we're doing that is so that we can actually strengthen partnerships within African civil society. We're now working with experts so that we can consolidate African knowledge. Au niveau de l'Afrique, nous avons évidemment de renforcer les partenariats entre différentes organisations de la société civile. Nous devons réfléchir à ceci. Quelle forme, quel type d'Afrique nous voulons avoir? Quelle politique africaine nous voulons avoir? De quelle manière on peut renforcer la capacité des OSC en Afrique aujourd'hui? Comment est-ce que nous pouvons mettre en valeur les connaissances endogènes? Si nous avons une stratégie commune qui nous met ensemble, peut-être en mesure de pouvoir porter haut la voix de l'Afrique, de pouvoir créer unir ce que nous voulons. L'idée ici, c'est de voir comment mieux utiliser l'espace que nous avons créé. Donc, nous espérons très bientôt collaborer avec vous. Le rapport est juste une partie du grand travail qu'il y aura à faire. Donc, la responsabilité nous revient à tous de pouvoir travailler comme combattants. Ils sont sur champ de bataille et c'est la seule condition pour arriver à bout. Merci de nous avoir donné cette énergie. Merci beaucoup. Bien sûr, nous reconnaissons que
nous sommes tous connectés à l'échelle globale. Tous nos systèmes sont connectés à l'échelle globale. Nous devons saisir cette opportunité et le faire en tant qu'Africains. Nous aurons besoin de nos alliés pour pouvoir y arriver. Comme vous le savez, arriver à arrêter l'hémorragie, à adopter une alternative qui marche, éviter la menace qui pèse sur le continent africain. Il y a un certain nombre de questions que nous avons. Peter's comment about this is happening at a time when the IMF is back on steroids, for example, and a question really there've been a number fed out about the kind of financial system transformation within the context of high indebtedness and in the short term, probably a continuation of high indebtedness, and then further to that, so how could Africa go on this path within that kind of indebted context? But there's also been questions, for example, about the role of public-private partnerships, corporate responsibility, et au même moment faire passer à une autre forme d'économie à l'échelle nationale ou continentale. So if you could touch on, comment est-ce que le système de privatisation peut être évité aujourd'hui? Tous ces défis-là constituent des réalités pour l'Afrique. Donc, moving forward. Very good question. So I'll start by reminding everybody that the IMF, the World Bank, the Bretton Woods institutions were created in 1945. When essentially the entire continent was still colonized. So the global financial architecture, its base was designed in colonial times for colonial purposes. So that has to be recognized. So any reforms or discussions of reforms that don't recognize the structural roots of why those institutions were designed and how they were designed, the tools, the financial tools that were designed with, is going to be a futile exercise and reform. So that's point number one. Point number two, the structural deficiencies that we identify in this report: food sovereignty, energy sovereignty, the type of industrialization, any flow of finance, no matter how affordable it is, no matter how plentiful it is, if it doesn't go towards the structural deficiencies to undo those structural deficiencies, and in fact goes towards feeding the traditional economic development engines, is going to lead us to nowhere. I'll give you an example. Let's say we have a renewable energy project today in country X that's going to cost $100 million, and we provide the financing for it for $100 million. Just that amount that I just gave you is part of a trap. And here's why. Because a renewable energy project will use domestic labor. Domestic labor doesn't get paid in dollars. Some materials that will be used in that project can be mobilized domestically. So why are we borrowing $100 million when we could be doing the exact same project with $70 million worth of external financing and $30 million in mobilizing domestic resources? I tell you why, and it's not necessarily corruption or somebody putting money in their pocket. It's because our governments are desperate for that extra $30 million because they need it to pay the debt from loans from a few years ago. And the IMF knows about it, the World Bank knows about it, everybody knows about it. And yet, every time we talk about development finance, they say, oh, you need the full amount. And everybody's wondering, where is the rest of the money going? So we're feeding existing traps instead of saying, oh, that debt is illegitimate, unpayable, has been paid many times over. So we're setting ourselves up for additional traps. And I'll say just one word about public-private partnerships. Yes, there's a whole spectrum of public-private partnership types. Some are more extractive than others. Some are more abusive than others. So we have to have a global South conversation on a private-public partnership model that actually works to build resilience, that works for economic and domestic sovereignty, rather than putting all the costs
on the government side and all the profits on the private side and calling it a partnership. So I'm not for a random type of public-private partnership. Yes, there is room for the private sector to partner, but on public sector terms for the benefits of communities rather than for extractive purposes. So I'll leave it at that. Very good questions. Thank you. Thanks very much, Fadel. And I'm very aware of time, so I'm going to ask for some flexibility because there's some really important questions that I'm trying to not go through individually, but trying to wrap up under particular themes. And so there is a question inevitably about, you know, we have critical resources. We recognize this in Africa, and we've seen Jacob's presentation, especially on energy, so critical minerals as well. And there's a question about what are the political mechanisms for African nations to collaborate so that we can have as much value add and not just have export all of this outside of our region. Now, I both Jacob and Yuba have had really challenging experiences in a previous attempt to build this political mechanism of collaboration through the Africa Renewable Energy Initiative, which was a superb, again, driven by Africans, with Friends of Africa, a superb initiative with an amazing vision for l'exportation ou l'importation des ressources se fasse, you know, fell into the political trap where global northern leaders thought this was going to be an opportunity to come and do business in the African continent, essentially, and a whole lot of other things we understood went down there. From that experience, both you, Yuba and Jacob, can we truly find alternative political mechanisms for collaboration? And have you got thoughts on that as well? Yuba, shall we start with you? And then Jacob, you can add. I think that it is correct, but things are moving slowly, but in the right direction. And I think that after that, les choses bougent progressivement dans la bonne direction. Nous avons une série de conversations avec différents négociateurs et beaucoup de décideurs qui ont compris que l'Afrique doit avoir une position unique. La réalité climatique de l'Afrique est différente du discours pays. In the IPCC successful report, how addressing the climate issues from the mitigation and adaptation point of view, the options Africa has, none of the other continent has. And we have to get out of the bubble of climate, because the African negotiators are trapped in the bubble of the climate. They are not addressing at national level climate issues. They are addressing, responding to the agenda of the UNFCCC. Because they said that they are doing the NDC. It's completely ridiculous. And then they have to have their development agenda. And then their development agenda is not incompatible with what the UNFCCC Secretariat is asking for. And this should be, and this is why we articulated that we have to have a development at the center, and then to bring in the energy and the food sovereignty aspect. And this is taking some time. It's in the making, because, and then the problem also is that our policymakers do not have a clear understanding of the geopolitical nature of food and energy. And then they start understanding it with the Ukraine-Russia issue. Because the way they approach it in the food aspect completely wrong, because the Africans are not eating wheat. And then we are eating cereals and tubercles. We are eating maize, or in some cases on the millet, sorghum, and
not the wheat. La nourriture And n'est then pas la the même. wheat is largely part of West Africa, D'autres North Africa. And then the energy aspect also they try to le understand. blé, And then things are d'autres le moving maïs, slowly d'autres les because tubercules. we have been Je ahead pense of time que when we developed the African Renewable Energy Initiative. nous avons Time pris de was not l'avance there, but the political makers are start understanding. en élaborant ce rapport. Yeah, I mean, just to add a little bit to that, Taz, and just to also retreat a little bit in the sense that, I mean, when I read this document, for example, or in the course of producing this, you know, this didn't just come out of nowhere. There is a tradition there. You know, at least I speak for myself that, you know, you know, personnel. We have a tradition in people like, you know, Sam Moyo, in people like Samir Amin, in people like Chris Hani, in people like Ruth First. So there are people who have attempted an alternative vision in the past. So in a sense, you know, we are, you know, coming from that kind of tradition of thinking freely and openly about the future. And I think, you know, maybe one of the things that needs to happen is to really learn some of the key lessons. I mean, here, for example, you may recall around 2010-11, Ethiopia came up with its climate resilient green economy initiative, which was intended to grow the economy by 15% or whatever, but at the same time also make sure that you don't increase any of your emissions. I mean, this was really radical at the time. The challenge with it was that it was produced by Northern thinkers exclusively, almost like, you know, they were guarding this, even the modeling assumptions and all the rest of it. What we are now beginning to do is to build a kind of the network, because there are thousands and hundreds of Africans, you know, within Africa and beyond, who are actually thinking and working on this issue. So in a sense, you know, we have to build almost like an institutional confidence collectively on how to move forward. So for example, if that study in Ethiopia had been done differently by different, you know, we would still be carrying on, or perhaps, you know, some of that would have been also shared out. So in a sense, you know, there is a kind of an intellectual leadership out there that is beginning to assert itself. And this is really scratching the surface, what we've done with, you know, with this. So the evidence and the analysis is important, but it's also important who does that. And what are, you know, the framings that we end up using. So we have to maintain that intellectual momentum as much as possible, just to kind of respond to the, I think there were one or two people who mentioned some frameworks. For instance, you know, the African mining framework, AMV, which was put together roughly around 10 years ago. And this was intended to give a very strong kind of rent extraction in mining sort of agenda. Now, it serves its purpose up to a point, but I think, you know, there are frameworks that are out there, including the AMV, including the Agenda 2063, that we would be able to use, you know, and try to build those. So some of the initial work is already there. It's a case of really implementing some ideas, improving upon these frameworks, you know, to the point where we begin to sort of connect, you know, the past with the present and then build into the future. So I would say, you know, there is a lot of momentum as you were alluded to, as did Fadel. It really is a question of cultivating those and beginning to build on that, and building leadership at different fronts. The leadership, you know, at the CSO level, civil society, how that begins to link up with the policy leadership that is absolutely essential. And of course, you know, in terms of, you know, knowledge, you know, there are hundreds of, you know, of us out there. The only challenge, of course, is that, you know, we also need to mobilize in order to be able to build the knowledge institutions within Africa to reflect African agenda as well. Thanks.
Thank you very much, Jacob. And we really run over time now. This is so inspiring that I wish we had longer time because, you know, we, as all of you said, we need to open up the dialogue now, both open up the dialogue and contribute to the richness of this report even further, but also for us to start taking action and trying to get this landed in many places. So I'm going to end off by thanking all of the authors for this amazing report. Thank you very much for your, as I said, you know, your inspiring intellectual contribution to this report. And thank you, Mohammed, and PowerShift Africa has had this kind of vision for a long time to pull African experts together. So well done to all of you for this amazing report. Thank you for your contribution on this call, the authors, and thank you very much, Rabia. I hope you didn't feel too lonely as the only participant. Jacob, you got your hand up before I close? Yeah. I'm sure Colin is dealing with this, but there are a lot of questions, really important questions in the beaucoup de questions importantes. Je sais que Colin est en train de they've all been recorded, Jacob, and just as I said to folks, something that we'll be adding to the website is a place where we can answer some of these questions. Everything's been recorded, and everyone who's registered for today, we have your email address, and so you can expect a recording, and you can expect slides, and you can expect hopefully those questions to also be answered online in the future. So this is not the end of the conversation. Attendre des réponses qui vous seront envoyées. Thanks, Jacob, for flagging that. But certainly, like Colin says, this is the start of the conversation. And that we mean, I'm sure we are going to have many, many conversations. But I was busy thanking Rabia as well, the panelist here. Thank you very much for taking the time out. And in conclusion, I'm going to hand over to Mohammed. I've done my thanks of all of you. I, of course, want to thank all the participants that's joined us, but I'm going to hand over to you, Mohammed, just to make the closing and especially what the next steps are. And so, thank you. That's me. Thank you so much, Tasneem, for the excellent moderation, and to all our speakers for all your contributions, and all of you who joined us in this very important initial exchange. You know, President Ruto, I think 2 weeks ago when he addressed the Pan-African Parliament, said that the time to engage in gentlemanly politics and climate diplomacy is up. The window, has long been shut. I think Africans do not have the luxury to wear velvet gloves in the fight against climate emergency, and I'll say in the fight against energy poverty, in the fight against underdevelopment. And so the reality is that the time for bare knuckle fight for the Africa we want is now, and we're refusing to stay in the margins anymore, and we'll be right in the middle of all the important dialogues and exchanges, so that together, and I want to say this, not just with my friendly co-workers, but with all of you who join us in this important, convening, and are also going to help us enrich, the product we put out there to help rally the continent of Africa behind this vision. I don't think this is something that is going to be won by any one of us. I think the more we pull together and help actually get the whole of Africa behind this vision, for them to support it, and then galvanize that international support that will allow us to be able to meet the demand for the Africa we want. It's going to be on all of us. And so my appeal is look out for future invitations for future virtual convenings like this, and then an interaction that is going to allow us to hopefully influence the only African summit that is going to actually help discuss an alternative climate development agenda in September in Nairobi, and hopefully provide spaces for us to be able to come together to think through, how we're going to ensure. And a lot of the recommendations in this report are taken forward by African policymakers. I think by strengthening our partnership and forging new ones and seeding all these important spaces with our ideas and ensuring our African representative, whether it's in the UNFCCC in Bonn in about a week's time,
or in Nairobi when African heads of states and ministers convene, différentes opportunités que nous avons, ces espaces que nous avons créés, when they go to these spaces, même au-delà, they will work lorsque together closely. ces They will représentants actually vont pull dans together ces a espaces-là, collective African il voice faudrait and be more powerful in parlent au helping nom to de achieve l'Afrique, the qu'ils aient Africa we plus want fort and pour help pouvoir Africa become the atteindre force for good in the world, because it's not just about que what we l'Afrique want for soit Africa, it's the world we continent want. So respecté. colleagues, friends, thank you so much. Have a Chers amis, blessed rest of the merci day. beaucoup. Looking forward Je vous in souhaite une continuing excellente journée. dialogue with you Continuez and helping to make de this Africa possible. participer à ces Asanteni sana, like dialogues-là we say in this part of the et world. Merci merci beaucoup, beaucoup. friends. Take care. Thank you. Merci Thanks beaucoup. all. Thanks a lot. Congratulations again. Merci. Thank you. Félicitations à toutes et Have a à great day, tous. everyone. Merci Thank you. beaucoup.